Parfois, la vie vous prend tout avant de vous rendre quelque chose. Daniel Reyes avait perdu sa femme, son emploi et presque tout espoir lorsqu'un avocat frappa à sa porte avec une nouvelle qui allait tout changer. Son grand-père qu'il n'avait jamais connu lui avait laissé un vieux cimetière. Daniel fit ses valises avec son fils de 10 ans, Léo, et déménagea dans le petit cottage du gardien, espérant y trouver la paix. Le cimetière était envahi par la végétation et oublié. La plupart des habitants de la ville s'en tenaient éloignés, disant que des choses étranges s'y produisaient. Daniel pensait que ce n'était que des rumeurs jusqu'à ce que Léo découvre une porte dérobée sous une vieille pierre tombale. Derrière elle se trouvait une pièce remplie de trésors volés valant 20 millions de dollars. Mais prendre l'argent signifiait affronter des personnes puissantes qui avaient gardé ce secret enfoui pendant près d'un siècle. Que feriez-vous si trouver la fortune signifiait risquer tout ce qu'il vous restait? Avant de reprendre notre récit, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Astérisque astérisque astérisque. Daniel Reyes fixa l'enveloppe usée que l'avocat lui avait remise 3 jours auparavant. L'adresse de l'expéditeur lui semblait toujours invraisemblable. Millbrook, Connecticut. Un endroit où il n'était jamais allé, de la part d'un grand-père dont il ignorait même l'existence. Margaret aurait su quoi en penser. Elle avait toujours cette capacité à voir les courants profonds sous la surface de la vie, à trouver un sens dans les moindres coïncidences. Mais Margaret était partie maintenant, emportée par le cancer il y a 18 mois, et Daniel était laissé à naviguer seul dans ces eaux étranges. Enfin, pas entièrement seul. Léo était assis à côté de lui sur le siège passager de leur vieille Honda Civic, ses cheveux foncés captant la lumière du soleil de l'après-midi alors qu'il pressait son visage contre la vitre. À 10 ans, Léo possédait la curiosité de sa mère et son optimisme tenace, des qualités qui avaient maintenu Daniel à flot pendant les pires mois de son deuil. Père, allons-nous vraiment vivre dans un cimetière? Demanda Léo, son souffle embuant la vitre tandis qu'il parlait. Nous allons vivre astérisque à côté astérisque d'un cimetière. Corrigea Daniel doucement. Dans un cottage, il y a une différence. Mais tu t'occuperas des morts. Daniel sourit malgré lui. Je m'occuperai de leur lieu de repos, en veillant à ce qu'ils restent paisibles et bien entretenus. La vérité était plus compliquée. Lorsque le cabinet d'avocats l'avait appelé pour l'informer de son héritage, Daniel avait 3 semaines de retard sur son loyer. Économie. Le moment de cette aubaine inattendue semblait presque miraculeuse, ou suspecte, selon la façon dont on le voyait. Le GPS annonça leur arrivée alors qu'ils franchissaient une petite s'abriter derrière des clôtures blanches, et des enfants jouaient dans des jardins impeccables. C'était le genre d'endroit où Margaret avait toujours rêvé d'élever Léo, loin de l'étalement. Annonça Léo, et Daniel sentit une partie de la tension quitter ses épaules. La capacité de son fils à trouver la joie dans des endroits inattendus ne cessait de l'étonner. Ils se garèrent à côté du cottage et sortirent dans l'air qui sentait l'herbe et les vieilles feuilles. Le silence était profond après des mois de bruit urbain. Pas de circulation, pas de sirène, juste le murmure du vent à travers les branches et le son lointain des cloches de l'église marquant l'heure. Monsieur Reyes, appela une voix derrière eux, et Daniel se retourna pour voir une femme âgée s'approcher d'une maison visible à travers les arbres. Elle avait probablement 70 ans, avec des cheveux argentés tirés en un chignon pratique et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture. Vous connaître tous les deux. Comment était-il? Demanda Daniel. L'avocat n'avait fourni que des faits élémentaires. Harold Reyes, 78 ans, pas de famille proche, décédé d'une crise cardiaque dans son sommeil. Le cottage et la propriété du cimetière étaient accompagnés d'un petit fonds de fiducie pour les frais d'entretien, à peine suffisant pour couvrir les taxes et l'entretien de base. Silencieux, réfléchi. Il avait une façon d'être avec les familles en deuil, il savait exactement quoi dire pour les réconforter. Madame Henderson fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Il portait un certain fardeau, j'ai toujours pensé, quelque chose du passé qui pesait sur lui. C'est peut-être pour cela qu'il est resté si longtemps ici, s'occupant des morts. Parfois. Le passé a besoin d'une attention particulière avant de pouvoir reposer. Avant que Daniel ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, la voix de Léo résonna depuis le porche du cottage. Père.
Il y a une clé sous le pot de fleurs. Madame Henderson sourit. Harold disait toujours que si sa famille venait un jour le chercher, elle saurait où trouver la clé. Il avait raison, je suppose. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, course, direction, quelqu'un pour garder le petit, n'hésitez pas. Et Daniel, ne vous laissez pas tracasser par les commérages de la ville. La plupart des gens ici voient le décès d'Harold comme la fin d'une ère. Ils sont curieux de ce qui va suivre. C'est tout. Daniel la regarda s'éloigner, se demandant de quel commérage elle parlait. Mais Léo l'appelait à nouveau, plus excité maintenant, et les questions de Daniel s'évanouirent alors qu'il montait les marches du cottage. L'intérieur était plus petit qu'il n'y paraissait de l'extérieur, mais étonnamment bien entretenu. Le salon contenait des meubles confortables disposés autour d'une cheminée en pierre. Et la lumière du soir filtrait à travers les fenêtres donnant sur le cimetière. Il semblait habité plutôt qu'abandonné, comme si Harold était simplement sorti faire une promenade et pouvait revenir à tout moment. Père, regarde. Léo se tenait à côté d'un bureau ancien dans le coin, pointant une photographie encadrée. C'est grand-père Harold? Daniel s'approcha et étudia le portrait en noir et blanc. L'homme sur la photographie avait probablement 40 ans, avec des cheveux foncés et des yeux sérieux qui rappelaient à Daniel ceux de son propre père. Il portait un costume et se tenait à côté d'une femme en robe de mariée, tous deux souriant à quelque chose au-delà du cadre de l'appareil photo. Je pense que oui, dit Daniel doucement. Son père n'avait mentionné son grand-père qu'une seule fois lors d'une dispute amère quand Daniel avait 16 ans. Quelque chose à propos d'un homme qui avait choisi des étrangers plutôt que sa famille et vivait avec les morts parce qu'il ne pouvait pas faire face aux vivants. Daniel avait toujours supposé que c'était la façon de son père d'expliquer pourquoi il n'avait jamais de réunion de famille élargie ou de visite de grands-parents pendant les fêtes. Léo explora le cottage avec l'enthousiasme d'un aventurier né, rapportant ses découvertes avec une excitation haletante. Il y a une bibliothèque avec de vrais toujours en place. Des vêtements pendaient dans le placard, des livres tapissaient la table de chevet, et sur la commode se trouvait une montre de poche ornée, sa surface argentée ternie par le temps. Daniel la ramassa soigneusement, sentant son poids dans sa paume. L'inscription au dos disait, à Harold, avec amour et espoir pour l'avenir, moi 1947. Qu'est-ce que c'est? Léo apparut au coude de Daniel, attiré par le scintillement de l'argent. C'était à ton arrière-grand-père, dit Daniel, ouvrant le boîtier de la montre. Le mécanisme s'était arrêté à 3h17, impossible de dire si c'était le matin ou l'après-midi. Quelqu'un le lui a donné il y a longtemps. Léo étudia la montre avec le sérieux qu'il réservait aux découvertes importantes. Penses-tu qu'ils la regardaient tous les jours? Je pense que oui. Daniel sentit un serrement inattendu dans la gorge. Cet homme qu'il n'avait jamais connu avait vécu toute une vie à cet endroit, entouré de rappels de personnes qu'il avait aimé et perdu. Le cottage n'était pas seulement une habitation. C'était un dépôt de souvenirs, soigneusement préservé contre le passage du temps. Ils passèrent la soirée à explorer les environs immédiats du cottage. Le cimetière lui-même s'étendait sur plusieurs hectares, divisés en sections par âge et par dénomination. Certaines pierres tombales dataient des années 1700. Leurs inscriptions presque effacées par les intempéries et le temps. D'autres étaient plus récentes, le granit encore aux arêtes vives et lisibles dans la lumière déclinante. Léo ne montra aucune peur. Du cimetière, le traitant comme un musée en plein air rempli d'histoires à découvrir. Il lisait les noms à voix haute sur les pierres, inventant des histoires pour les personnes enterrées dessous. Sarah Chen, mère bien-aimée. Je parie qu'elle faisait les meilleurs cookies de la ville. Le soldat Thomas Manning est mort au service de son pays. Il a probablement sauvé tous les membres de son unité. Daniel se détendit en marchant. Il y avait quelque chose de paisible dans les rangées ordonnées de tombes, l'entretien soigné évident dans l'herbe tondue et les allées propres. Cette personne pendant des décennies, et maintenant la responsabilité incombait à Daniel. Alors que l'obscurité tombait, ils retournèrent au cottage et préparèrent un simple dîner à partir des provisions qu'ils avaient apportées de Hartford. Léo bavarda sur l'inscription à l'école et s'il y aurait d'autres enfants de son âge à Millbrook, son enthousiasme contagieux. Pour la première fois depuis la mort de Margaret,
Daniel s'autorisa à imaginer un avenir qui recelait plus que la simple survie. Plus tard, après que Léo se fut endormi dans sa nouvelle chambre, Daniel s'assit sur le porche avec une tasse de café et la montre de poche d'Harold. Le cimetière s'étirait devant lui au clair de lune, paisible et immobile. Quelque part là-bas reposait son grand-père, bien que Daniel n'eût pas encore localisé sa tombe. Demain, il la trouverait et rendrait hommage à l'homme qui leur avait offert ce sanctuaire inattendu. La montre tic-taca de façon constante dans sa paume, marquant des moments qui semblaient précieux et finis. Daniel comprenait maintenant pourquoi Harold l'avait peut-être chéri, non seulement comme un garde-temps, mais comme un rappel que chaque seconde comptait, que le présent était un cadeau à ne pas gâcher dans le regret. Il remonta soigneusement la montre et la remit en marche, son rythme doux se mêlant au cœur nocturne des grillons et du bruissement des feuilles. Quelque part dans l'obscurité, il entendit le cri d'une chouette, ancien et connaisseur, les accueillant chez eux. Astérisque astérisque astérisque. La tempête arriva le 3e jour de leur séjour. À Millbrook, roulant de l'ouest avec ce genre d'obscurité qui transformait l'après-midi en soirée. Daniel se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant le ciel prendre une teinte de vert menaçante. Juste au moment où les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à s'écraser contre la vitre. Léo leva les yeux de son puzzle. Maman disait que les tempêtes, c'était juste le ciel qui faisait le ménage. La poitrine de Daniel se serra à la mention décontractée de Margaret. Léo le faisait plus souvent ces derniers temps, tissant les souvenirs de sa mère dans les conversations quotidiennes. Comme si elle pouvait franchir la porte à tout moment. Le docteur Peterson avait dit que c'était normal, même sain, mais cela surprenait Daniel à chaque fois. La pluie commença sérieusement alors, tambourinant sur le toit du cottage avec une intensité croissante. En quelques minutes, elle devint un déluge qui réduisit la visibilité à quelques mètres seulement. Des éclairs clignotèrent au loin, suivis du profond grondement du tonnerre qui semblait secouer les vieux murs de pierre. « Père, les lumières clignotent », observa Léo, pointant le luminaire du plafond qui commençait à clignoter de manière irrégulière. Daniel prit une note mentale de vérifier le système électrique du cottage. Harold avait bien entretenu la propriété, mais le câblage était probablement vieux de plusieurs décennies. Ce serait peut-être le bon moment pour trouver ces lampes de poche dont Madame Henderson a parlé. Il les avait découvertes la veille en rangeant la cuisine, 3 lampes de poche robustes dans un tiroir avec des piles neuves et ce qui semblait être une carte dessinée à la main de l'agencement du cottage. Harold avait été rien de moins que préparé. Le courant fut complètement coupé juste au moment où Daniel localisa les lampes de poche. Le cottage plongea dans l'obscurité, brisé seulement par l'éclair intermittent à travers les fenêtres. La voix de Léo vint de la salle. Manger, ferme et sans peur. Trouver, père. La pièce du phare. Daniel sourit dans l'obscurité. La résilience de son fils continuait de l'étonner. Là où un autre enfant aurait pu être effrayé par la perte soudaine d'électricité, Léo le traitait comme une autre aventure à naviguer. Ils passèrent l'heure suivante à jouer aux cartes à la lumière de la lampe de poche, la tempête faisant rage dehors. Demain, réalisa-t-il, bien que le nettoyage fasse partie de ses nouvelles responsabilités. Ce fut Léo qui remarqua le premier le changement dans le rythme de la tempête. Père, écoute. Ça s'arrête. Daniel fit une pause en distribuant une autre main de jean Rami. Léo avait raison. Le tambourinement de la pluie sur le toit avait diminué en un doux crépitement, et les éclairs s'étaient déplacés vers l'est. En 20 minutes, la tempête était complètement passée, laissant derrière elle cet air cristallin qui ne vient qu'après un nettoyage atmosphérique en profondeur. On peut sortir voir Silly. A des dégâts ? Demanda Léo, se dirigeant déjà vers la porte d'entrée. Daniel hésita. Le cimetière serait boueux et dangereux, plein de flaques d'eau et de débris tombés. Mais l'enthousiasme de Léo était contagieux, et Daniel se sentait lui aussi curieux des conséquences de la tempête. Ils montèrent sur le porche d'entrée, respirant un air si frais qu'il semblait pétiller. Le monde semblait fraîchement lavé. Des couleurs plus vives qu'avant la tempête. Des gouttes d'eau captaient la lumière du soleil comme de minuscules prismes, et le parfum de la terre trempée par la pluie remplissait leurs narines d'un riche parfum organique. « Regarde ça », murmura Léo, pointant du doigt à travers le cimetière. Un chêne massif, probablement centenaire,
était tombé près de la limite lointaine du cimetière. Son système racinaire, exposé par des années d'érosion et finalement sapé par la fureur de la tempête, avait créé un cratère de la taille d'une petite piscine. Mais ce qui attira l'attention de Daniel n'était pas le géant tombé lui-même. C'était ce que l'effondrement de l'arbre avait révélé. Plusieurs pierres tombales à proximité de l'arbre avaient été déplacées par le bouleversement, inclinées à des angles étranges ou déplacées entièrement. L'une en particulier, un haut monument en marbre qui avait probablement résisté pendant plus d'un siècle, penché maintenant à un angle de 45 degrés, sa base partiellement exposée. On devrait aller voir, dit Léo, descendant déjà du porche. Fais attention à la boue, avertit Daniel. Mais il était aussi curieux que son fils. Ils traversèrent le sol détrempé, leurs chaussures s'enfonçant dans la terre saturée. Le monument incliné était plus orné que la plupart des autres dans le cimetière, sculpté de fioritures victoriennes élaborées et surmontées de la figure d'un ange pleureur. L'inscription, bien qu'altérée par le temps, était encore lisible, Eleanor Whitmore, fille bien-aimée et enseignante dévouée. Monument. La fondation, sapée par des décennies de déplacement du sol et de dégâts des eaux, s'était fissurée pour révéler ce qui ressemblait à un ensemble de marches en pierre descendant dans l'obscurité. Père, souffla Léo. Il y a quelque chose là-dessous. Daniel s'agenouilla près de l'ouverture, projetant sa lampe de poche dans l'espace. Le faisceau révéla des marches de pierre usées descendant dans ce qui semblait être une petite chambre taillée dans la roche-mère elle-même. L'air qui s'élevait de l'ouverture sentait vieux et sec, épargné par la tempête d'en haut. C'est probablement juste une ancienne chambre funéraire, dit Daniel, bien que son cœur batte plus vite. Certaines familles riches construisaient des chambres souterraines élaborées pour leur structurellement instables, remplies de gaz dangereux, ou abritant n'importe quel nombre de créatures dangereuses. Mais une autre partie de lui, la partie qui aimait les récits d'aventure quand il était coffre métallique disposé le long des murs comme un inventaire dans un entrepôt. Père, c'est quoi tout ça, demanda Léo, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Daniel s'approcha de la caisse la plus proche, notant qu'elle était scellée mais non verrouillée. Le bois était vieux mais bien conservé dans cet environnement sec, et des marquages au pochoir sur le côté disaient. Dessous, enveloppés dans du papier huilé, se trouvaient des documents qui semblaient être des lettres originales de soldats de l'Union à leur famille. Léo avait trouvé une autre caisse remplie de poteries amérindiennes, chaque pièce emballée et cataloguée avec le soin d'un musée. Père, ça a l'air vraiment vieux et important. Daniel se dirigea vers l'un des coffres métalliques. Muséales, documents historiques, livres rares, œuvres d'art et bijoux valant plus que ce que Daniel ne pouvait calculer. Tout portait les mêmes marquages, propriété du musée historique de Millbrook. Alors qu'il se préparait à quitter la chambre, Léo remarqua quelque chose que Daniel avait manqué. Un porte-document en cuir glissé derrière l'une des plus grandes caisses. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux de 1924, toutes relatives à une histoire qui glaça le sang de Daniel, musée de Millbrook cambriolé. Des artefacts historiques inestimables volés. Les articles décrivaient le plus grand crime de l'histoire de la ville, un vol sophistiqué qui avait vidé les collections les plus précieuses du musée en une seule nuit. L'enquête n'avait abouti à rien, rapportaient les articles, les soupçons tombant sur tout le monde, des criminels itinérants aux employés mécontents. L'affaire était finalement devenue froide, les artefacts volaient jamais retrouvés jusqu'à présent. Ils sortirent de la chambre alors que le soleil se couchait, tous deux silencieux sous le poids de leur découverte. L'esprit de Daniel s'emballait avec les implications. Journaux sur la table à manger et lurent à la lumière d'une lampe. Le vol avait eu lieu la nuit du 15 octobre 1924, exactement 99 ans et 3 mois auparavant. Les objets volés correspondaient. Regarde cet homme en arrière-plan. Daniel eut le souffle coupé. Parmi les pièces du musée photographiées se trouvaient plusieurs objets qu'ils avaient vus dans la chambre cachée, y compris une boussole distinctive de l'époque de la guerre de sécession et une collection de poteries amérindiennes qui étaient indubitablement les mêmes pièces qu'ils avaient découvertes. Il l'a apporté ici plusieurs fois pour recouper les entrées avec les comptes rendus de journaux du vol. Il essayait de créer un inventaire complet de ce qui avait été volé. Daniel sentit les ici, avec des photographies et une documentation détaillée. C'est remarquable, souffla Daniel. C'est un enregistrement complet de tout ce qui a été volé. Harold le pensait aussi.
Il a passé des mois à l'étudier, faisant des notes dans les marges. Agnès désigna l'écriture d'Harold éparpillée dans le catalogue. Voyez ici. Il suivait les articles qui avaient été récupérés au fil des ans, des antiquités qui apparaissaient lors de ventes aux enchères, des pièces qui apparaissaient dans des collections privées. Mais la majeure partie de la collection restait introuvable. Elle avait clairement tenu à Harold et était déjà consciente de son intérêt pour le vol. Si quelqu'un pouvait les aider à naviguer dans cette situation, ce pourrait être elle. Agnès. Que feriez-vous si quelqu'un découvrait aujourd'hui certaines des pièces volées du musée? Ses yeux s'aiguisèrent. Hypothétiquement, je contacterai immédiatement les autorités. Les artefacts historiques appartiennent à la communauté, pas aux individus. Mais elle fit une pause, étudiant le visage de Daniel. Je serais aussi très prudente quant à la façon d'aborder là. Quel genre de personne? Le genre qui profite que les choses restent telles qu'elles sont. Millbrook a beaucoup changé depuis 1924, Monsieur Reyes. Mais certaines des anciennes structures de pouvoir restent intactes. Les mêmes familles contrôlent toujours la banque, le conseil municipal, la plupart des commerces locaux. Agnès referma le catalogue et le remit dans le tiroir de son bureau. Daniel sentit un frisson d'appréhension. Êtes-vous en train de dire que nous serions en danger? Je dis que votre grand-père était un homme prudent qui a vécu seul pour de bonnes raisons. Et je dis que si vous avez trouvé quelque chose d'important, vous devez réfléchir très attentivement à vos prochaines étapes. Ils quittèrent la bibliothèque avec plus de questions que de réponses. Mais aussi avec une compréhension croissante de ce à quoi ils étaient confrontés. Dans la voiture, Léo boucla sa ceinture et se tourna vers Daniel avec le sérieux qui le faisait parfois paraître plus âgé que son âge. Père, nous allons faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Même si c'est dangereux. Daniel démarra le moteur, pensant à Margaret et aux valeurs qu'elle essayait d'inculquer à leur fille, honnêteté, intégrité, défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle aurait su exactement quoi faire dans cette situation. Oui, dit-il finalement. Nous allons faire ce qu'il faut, mais nous allons être intelligents. Cet après-midi-là, ils retournèrent à la chambre cachée avec le catalogue du musée, vérifiant systématiquement chaque article par rapport aux notes d'Harold. La correspondance était parfaite. Chaque pièce significative du vol était répertoriée, conservée dans des conditions climatisées qui les avaient maintenus en parfait état muséal pendant près d'un siècle. En travaillant, Daniel se surprit à penser aux dernières années d'Harold. Son grand-père avait-il connaissance de cette cachette? Avait-il été celui qui l'avait cachée? Ou l'avait-il simplement découverte comme eux? La coupure de journal suggérait qu'Harold avait pu être témoin du vol original, mais cela soulevait plus de questions qu'il n'y répondait. En soirée, Daniel ne put se défaire du sentiment d'être observé. Les avertissements d'Agnès résonnaient dans son esprit, et il se surprit à vérifier les fenêtres plus d'une fois avant de s'installer dans le fauteuil préféré d'Harold avec le catalogue du musée. Le poids de la découverte commençait à peser sur ses épaules. Ils avaient trouvé quelque chose d'extraordinaire, mais ils avaient aussi hérité d'un secret qui avait déjà coûté sa tranquillité d'esprit à un homme. Maintenant, c'était leur fardeau, et Daniel commençait à comprendre pourquoi Harold avait vécu seul avec ses fantômes pendant tant d'années. Astérisque astérisque astérisque. Le grand livre du banquier changea tout. Daniel le découvrit lors de leur 5e jour à Millbrook, caché dans un tiroir à double fond du bureau d'Harold alors qu'il cherchait des piles de rechange. Le livre relié en cuir s'ouvrit dans ses mains, révélant des pages d'une écriture méticuleuse à l'encre bleu fané, date, montant et nom qui lui glaçaient le sang. Léo? Viens voir ça. Appela Daniel, bien qu'il ne fût pas sûr que son fils dût voir ce qu'il avait trouvé. Léo dévala les escaliers de sa chambre, où il organisait sa collection de pierres de cimetière. Intéressante. Qu'est-ce que c'est? Ton arrière-grand-père tenait des registres financiers très détaillés, dit Daniel prudemment, feuilletant les pages qui documentaient des transactions. Pouvoir justifier avec leurs salaires gouvernementaux. Mais c'était le système de notation qui fit trembler les mains de Daniel. Chaque paiement était codé avec des lettres qui, une fois croisées avec le catalogue du musée, indiquaient clairement des objets volés spécifiques, CBW MER 500 collection de poterie. EDB Shérif 750 documents de la guerre de sécession. HJF juge 1200 ensemble de cachés.
Chaque pièce correspondait au système de codage d'Harold. Il avait documenté non seulement ce qui avait été volé, mais aussi qui avait été payé pour que le crime reste impuni. Les implications étaient stupéfiantes. Les familles les plus importantes de Millbrook, des noms qui apparaissaient encore sur les panneaux de rue et les façades des commerces, avaient été construites sur les fondations d'une dissimulation vieille d'un siècle. Daniel photographia chaque page du grand livre avec son téléphone, puis le verrouilla dans le tiroir du bureau d'Harold. Il devait être stratégique sur la façon dont il révélerait ces informations. Agnès avait raison sur le danger. Si les descendants de ces familles détenaient toujours le pouvoir à Millbrook, ils n'accueilleraient pas de preuves des crimes de leurs ancêtres. Leurs recherches furent interrompues par le bruit d'une voiture entrant dans l'allée du cimetière. Par la fenêtre d'entrée, Daniel vit une berline noire se garer près du cottage. 2 hommes en sortirent, l'un en costume coûteux, l'autre avec l'allure d'un agent de sécurité privée. « Reste à l'intérieur », dit Daniel à Léo, sortant sur le porche alors que les hommes s'approchaient. L'homme en costume avait probablement la cinquantaine, avec des cheveux argentés et le genre d'assurance qui témoignait d'une autorité héritée. Il tendit la main avec le sourire habituel d'un politicien. « Monsieur Reyes, je suis Richard Blackwood, maire de Millbrook. Voici mon associé, Monsieur Thompson. Nous voulions vous souhaiter la bienvenue dans notre communauté. » Daniel serra la main avec méfiance, notant que Thompson restait plusieurs pas derrière, son attention fixée sur la propriété qu'il scannait. « Merci. » Familial Blackwood de venir vérifier le cimetière de temps en temps, s'assurer que tout fonctionne bien. Le sourire de Blackwood resta figé, mais ses yeux étaient calculateurs. À ce propos, j'ai remarqué quelques dégâts de tempête l'autre soir. Ce vieux chêne est tombé assez fort. Nous prévoyons de le faire enlever, dit Daniel prudemment. J'espère que le nettoyage a été gérable. Parfois, les tempêtes peuvent révéler, eh bien, de vieux problèmes de drainage, des problèmes de fondation, ce genre de choses. Blackwood fit une pause. Rien qui ne puisse être réglé avec la bonne approche. Daniel sentit la menace subtile sous le ton amical de Blackwood. Nous n'avons pas rencontré de problème sérieux. Bien. Bien. Bien sûr. Si vous découvrez quoi que ce soit. Blackwood se tourna pour partir, puis s'arrêta comme s'il se souvenait de quelque chose. Oh, et Monsieur Reyes. Harold était connu pour collectionner de vieux documents, des documents d'histoire locale. Si vous tombez sur quelque chose comme ça en réglant ses affaires, la ville serait très intéressée à préserver ces documents pour notre société historique. Nous ne voudrions pas que des documents communautaires importants se retrouvent accidentellement entre les mains, eh bien, de personnes qui pourraient ne pas comprendre leur signification. Après le départ des hommes, Daniel trouva Léo regardant par les rideaux de la cuisine. Qui était-il, père? Des politiciens, dit Daniel, ce qui était à la fois exact et insuffisant. Léo, nous devons être très prudents avec qui nous parlons de ce que nous avons trouvé. Certains secrets sont dangereux. Cet après-midi-là, Daniel appela Agnès Cole depuis la ligne fixe d'Harold, lui demandant de faire des recherches sur l'histoire de la famille Blackwood. Son rappel arriva en moins d'1 heure. Daniel, vous devez être prudent, dit-elle sans préambule. L'arrière-grand-père de Richard Blackwood était le maire William Blackwood, le même William Blackwood qui était censé enquêter sur le vol du musée en 1924. Sa famille contrôle la politique de Millbrook depuis 5 générations. Et les autres noms du grand livre? Le descendant du shérif Edmund Brady et l'actuel shérif Tom Brady, son petit-neveu. Le petit-fils du juge Harrison Foster siège au conseil municipal. La famille Morrison possède toujours la plus grande banque de la ville. Agnès fit une pause. Daniel, ce ne sont pas seulement de vieux noms de famille. Ce sont les gens qui dirigent Millbrook. Aujourd'hui. Daniel sentit le poids de l'histoire s'abattre sur lui. Harold n'avait pas seulement découvert la preuve d'un crime. Il avait mis au jour une conspiration qui avait façonné la structure de pouvoir de la ville pendant un siècle. Pas étonnant qu'il ait vécu isolé, portant le fardeau d'une connaissance trop dangereuse pour être partagée. Agnès, que se passerait-il si cette information devenait publique? Cela détruirait des familles très puissantes. Cela soulèverait également des questions sur ce qu'ils savaient des crimes de leurs ancêtres. Sa voix baissa en un
Murmure. Daniel, cela pourrait aussi vous mettre, vous et Léo, en grave danger. Ce soir-là, Daniel trouva Léo assis sur le sol de sa chambre, entouré de photographies qu'il avait imprimées depuis leur téléphone. Le garçon les avait classées par catégorie, artefacts, documents et pages du grand livre. « Père, regarde ça », dit Léo, pointant l'une des photographies du grand livre. Vois cette entrée du 20 décembre 1924. Il est écrit, MEW pose des questions, devient dangereuse. Qui était MEW? Daniel sentit son estomac se nouer. Marie-Elisabeth Whitmore. La femme du médaillon de deuil. Léo hocha la tête solennellement. Et elle est morte en 1923, n'est-ce pas? De la pandémie de grippe. C'est ce qu'Agnès nous a dit. Père, dit Léo doucement. Et si elle n'était pas morte de la grippe? Et si elle avait découvert le vol, et que quelqu'un... Léo, ça suffit. La voix de Daniel était plus forte qu'il ne l'avait voulu. La même pensée le rongeait toute la journée, mais l'entendre de son fils de 10 ans la rendait encore plus réelle et plus terrifiante. Ils dînèrent dans un silence relatif, tous deux perdus dans leur pensée. Daniel se surprit à vérifier 2 fois les serrures et à tirer les rideaux contre l'obscurité grandissante. Chaque voiture qui passait sur la route lointaine semblait ralentir en approchant. Torturé par la culpabilité et la peur. Harold avait été jeune en 1924, probablement à peine 20 ans, et s'était d'une manière ou d'une autre retrouvé impliqué dans quelque chose qui dépassait largement sa compréhension. Daniel traça son doigt le long de la dernière annotation d'Harold, cachée jusqu'à ce que justice puisse être rendue. Son grand-père avait passé le reste de sa vie à garder ses secrets, attendant quelqu'un qui pourrait révéler la vérité en toute sécurité. La responsabilité était écrasante. Daniel était venu à Millbrook espérant un endroit tranquille pour guérir et reconstruire. Au lieu de cela, il avait hérité d'un héritage de corruption et de violence qui s'étendait jusqu'à nos jours. Les familles puissantes qu'Harold avait documentées étaient toujours au pouvoir, contrôlant toujours les leviers de l'autorité à Millbrook. Mais il avait aussi hérité d'autres choses, les preuves nécessaires pour exposer la vérité. La question était de savoir s'il aurait le courage de les utiliser et s'il pourrait garder Léo en sécurité en le faisant. Dehors, le cimetière reposait paisible sous la lumière des étoiles, ses habitants gardant leur silence éternel. Puissantes de la ville, les Blackwood, les Brady, les Foster et les Morrison. « Père, regarde ça », dit Léo, pointant un diagramme dessiné à la main qui montrait l'agencement du musée avec une précision militaire. Ils ont tout planifié des mois à l'avance. Le document, écrit de la main distinctive du maire Blackwood, décrivait non seulement le vol lui-même, mais aussi la stratégie à. Léo appela urgemment depuis la fenêtre avant. « Père, il y a des voitures qui montent l'allée. » « Beaucoup. » Daniel rejoignit Léo à la fenêtre et sentit son sang se glacer. 5 véhicules approchaient. Du cottage, y compris la voiture de patrouille du shérif Brady, la berline de Blackwood et 3 autres voitures transportant des hommes que Daniel ne reconnaissait pas. Ce n'était pas une visite de courtoisie. À l'étage maintenant, ordonna Daniel, saisissant les documents et les preuves les plus cruciaux. Ne prends que ce dont nous avons absolument besoin. Ils se déplacèrent rapidement. Montrerait ses communications avec Hartford. Père, la cave, murmura Léo. On peut sortir par l'ancienne goulotte à charbon. C'était un plan désespéré, mais leur seule option. Ils descendirent à la cave, rassemblant les preuves les plus cruciales qu'ils pouvaient transporter. La goulotte à charbon n'avait pas été utilisée depuis des décennies, mais elle donnait toujours accès à l'extérieur, bien que quiconque en sortirait serait visible sous plusieurs angles. Alors qu'il se préparait à s'échapper, Daniel entendit des pas au-dessus et le bruit de la porte d'entrée. Forcé. La voix de Blackwood retentit clairement à travers la vieille maison. Fouillez tout. Trouvez tout ce qu'ils ont caché et assurez-vous qu'ils n'ont rien retiré de la propriété. Daniel fourra le document du plan de vol et les photographies du père d'Harold dans sa veste, puis aida Léo à grimper dans la goulotte à charbon. Le garçon disparut dans l'obscurité au-dessus. Et Daniel le suivit, priant pour qu'il ne soit pas vu en sortant de l'autre côté du cottage. Ils rampèrent à travers 50 pieds de tunnel étroit, émergeant derrière un bouquet d'arbustes envahis. Près de la limite du cimetière. De leur cachette, ils purent voir des hommes fouillant le cottage et les terrains avec une minutie professionnelle. « Il faut aller à la voiture »,
murmura Daniel. Mais au moment où il le dit, il vit Thompson examiner le Honda Civic, probablement en train de la désactiver pour empêcher leur fuite. Léo tira la manche de Daniel et pointa vers la porte arrière du cimetière, une entrée en fer rouillé qui n'avait probablement pas été utilisée depuis des décennies. Au-delà, se trouvait un chemin de terre qui se connectait au réseau routier du comté. Ils se déplacèrent prudemment à travers le cimetière, utilisant les pierres tombales et les monuments comme couverture. Daniel ressentit un étrange sentiment de protection de la part des habitants. Silencieux de Willowbrook, comme si Harold et Marie-Elizabeth et tous les autres aidaient à dissimuler leur fuite. La serrure de la porte arrière était rouillée depuis longtemps, et ils se glissèrent vers la liberté juste au moment où ils entendirent des cris provenant de la zone du cottage. Quelqu'un avait découvert la sortie de la goulotte à charbon. Le chemin de terre menait à un petit groupe de maisons à environ 1 mile du cimetière. Daniel frappa à la première porte qu'ils atteignirent, espérant trouver quelqu'un disposé à aider des étrangers visiblement en détresse. Une femme âgée ouvrit, jeta un coup d'œil à leur visage et les invita immédiatement à entrer. « Vous êtes la famille d'Harold » dit-elle sans attendre les présentations. « Je suis Martha Kellerman. Harold a aidé mon mari pendant sa dernière maladie. Nous attendions quelqu'un pour reprendre son travail. » Daniel expliqua rapidement leur situation, montrant à Martha certains des documents avec lesquels il s'était échappé. Son expression devint de plus en plus sombre à mesure qu'elle comprenait l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. Ces familles dirigent cette ville depuis des générations, dit-elle. Mais elles n'ont jamais eu affaire aux autorités fédérales auparavant. Vous devez donner ces preuves à des gens qui ne peuvent être achetés ou intimidés. Martha les conduisit dans une ville voisine où ils prirent un bus pour Hartford. Pendant le voyage de 2 heures, Daniel utilisa la tablette de Léo pour télécharger des copies numériques de leurs preuves sur un stockage cloud sécurisé, créant des sauvegardes qui ne pouvaient être détruites ou confisquées. Le docteur Patricia Vance les rencontra à la gare routière de Hartford, accompagné de l'agente spéciale du FBI Rebecca Torres de l'équipe des crimes artistiques. L'agente Torres jeta un coup d'œil aux documents que Daniel avait apportés et demanda immédiatement des ressources fédérales supplémentaires. « Monsieur Reyes », dit l'agente Torres alors qu'il s'installait dans une salle de conférence du bureau du FBI. « Ce que vous avez découvert semble être l'une des affaires les plus importantes de vol historique organisé de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. Ces documents fournissent des preuves de crimes fédéraux qui sont toujours poursuivables malgré leur ancienneté. » Léo s'assit tranquillement à côté de Daniel tandis que l'agente Torres expliquait l'étendue de l'enquête fédérale qui allait maintenant commencer. Les artefacts volés représentaient des millions de dollars de vol de patrimoine culturel. Mais la conspiration elle-même impliquant la corruption publique, le meurtre et des décennies de dissimulation constituaient des accusations de racket qui pourraient détruire la structure de pouvoir que les alliés de Blackwood avaient bâtie. « Qu'en est-il de notre sécurité » demanda Daniel. Ces gens ont démontré qu'ils sont prêts à utiliser la violence pour protéger leur secret. La protection fédérale des témoins est disponible si nécessaire, répondit l'agent Torres. Mais notre expérience suggère qu'une fois ces conspirations exposées à l'examen fédéral, les participants se concentrent généralement sur la défense juridique plutôt que sur des crimes supplémentaires. Ce soir-là, depuis la sécurité d'une chambre d'hôtel à Hartford, Daniel appela Agnès Cole pour la prévenir des événements de la journée. Son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale, et quand il essaya la bibliothèque, un enregistrement annonça qu'elle. Mais aussi les visages d'hommes qui s'étaient crus au-dessus de la justice. Leurs descendants avaient hérité de cette arrogance, mais ils étaient sur le point d'apprendre que certains secrets ne. Que la phase la plus dangereuse de leur voyage était encore à venir. Des gens désespérés prendraient des mesures désespérées pour se protéger, et la révélation de crimes centenaires pourrait déclencher une violence contemporaine. Il serra Léo plus forte et essaya de trouver la paix dans le sommeil, sachant que le matin apporterait soit la justification, soit la catastrophe. Astérisque astérisque astérisque. La dernière lettre du directeur du musée arriva au bureau du FBI par courrier express de Sarah Martinez, la fille du docteur James Morrison. L'agent Torres appela Daniel et Léo dans la salle de conférence tôt le lendemain matin, son expression grave alors qu'elle affichait les pages jaunies sous une protection en plastique. Madame Martinez dit que son père a écrit cette lettre en 1967. Juste avant sa mort, expliqua l'agent Torres.
Elle l'a gardé scellé pendant près de 60 ans, attendant le bon moment pour en révéler le contenu. Daniel se pencha en avant alors que l'agente Torres commençait à lire la lettre à voix haute. Les dernières paroles du docteur Morrison fournissaient la preuve irréfutable qui rendrait l'affaire fédérale inattaquable. À quiconque trouvera cette lettre, je ne peux plus garder le silence sur les crimes commis contre le peuple de Millbrook et le patrimoine culturel de notre nation. Le vol de notre musée en 1924 a été orchestré par le maire William Blackwood, le shérif Edmund Brady, le juge Harrison Foster, et mon propre cousin, le président de la banque Charles Morrison. Ils ont utilisé leur position de confiance publique pour voler des artefacts valant des millions de dollars, assassinant Marie-Elizabeth Whitmore lorsqu'elle menaça de les démasquer. Les yeux de Léo s'écarquillèrent alors que l'agent Torres continuait à lire. La section la plus accablante. Je possède des documents prouvant que Charles Morrison a blanchi l'argent par l'intermédiaire de sa banque, que le juge Foster a rejeté les recours en justice pour protéger la conspiration, et que le shérif Brady a personnellement assassiné Marie-Elizabeth Whitmore en lui injectant une dose mortelle de morphine, puis en soudoyant le coroner pour falsifier son certificat de décès en grippe. Daniel se sentit mal en découvrant les détails cliniques du meurtre de Marie-Elizabeth. Elle n'était pas morte de la pandémie. Elle avait été assassinée par le même agent des forces de l'ordre qui avait prêté serment de la protéger. La lettre comprend des numéros de compte bancaires spécifiques, les lieux d'inhumation de preuves supplémentaires et les noms de témoins qui ont été menacés pour qu'ils se taisent, dit l'agent Torres. Le docteur Morrison a passé 40 ans à documenter chaque aspect de la conspiration, attendant des autorités fédérales qui ne pourraient être corrompues. En quelques heures, le FBI avait réuni une équipe spéciale de 20 agents pour exécuter des perquisitions simultanées à travers Millbrook. Daniel et Léo regardèrent depuis le bureau de terrain les mises à jour en direct via la radio et les lignes téléphoniques sécurisées. Les équipes Alpha et Beta ont sécurisé la résidence et les bureaux de Blackwood, rapporta l'agent Torres. La fouille initiale a mis au jour des registres financiers remontant aux années 1920, y compris des grands livres qui semblent correspondre à la documentation de votre grand-père. Les perquisitions révélèrent des décennies de tenues de registres minutieuses par les familles des conspirateurs. Plutôt que de détruire les preuves des crimes de leurs ancêtres, chaque génération avait conservé la documentation, en partie par arrogance, en partie par peur que la destruction des registres ne déclenche des enquêtes qu'ils ne pourraient contrôler. La famille du shérif Brady avait conservé des dossiers détaillés sur les préoccupations de sécurité remontant à 1924, y compris des rapports de surveillance sur Harold Reyes et d'autres témoins potentiels. Les dossiers documentaient une campagne systématique d'intimidation qui avait maintenu les secrets de Millbrook enfouis pendant des générations. Mais la découverte la plus importante vint d'autres développements dramatiques. Richard Blackwood avait été arrêté à son bureau, pris en flagrant délit de destruction de registres financiers qui liaient la richesse de sa famille à la conspiration originale. Tom Brady s'était barricadé dans le département du shérif, exigeant l'immunité en échange de sa coopération. Mais la percée la plus importante de la journée vint d'une source inattendue. Agnès Cole appela le bureau du FBI depuis une maison sur dans le comté voisin. « Je me cache depuis hier », dit-elle à Daniel au haut-parleur. « Mais j'ai quelque chose qui pourrait être la dernière pièce de votre puzzle. Le docteur Morrison m'a donné un paquet il y a des années avec des instructions de l'ouvrir seulement si les autorités fédérales commençaient à enquêter sur l'affaire du musée. » Agnès avait passé la matinée à examiner le contenu du paquet, des négatifs originaux de photographies que le père d'Harold avait prises pendant le vol, ainsi que des enregistrements audio que le docteur Morrison avait fait de conversations avec des témoins dans les années 1960. Les enregistrements incluent le témoignage du coroner qui a falsifié le certificat de décès de Marie-Elizabeth. Rapporta Agnès. Il était mourant d'un cancer en 1965 et voulait confesser avant de rencontrer son créateur. Le docteur Morrison a tout enregistré. En soirée, l'affaire fédérale s'était étendue au-delà du vol historique pour inclure des accusations de racket en cours. Les preuves montraient que la structure de pouvoir de Millbrook avait été construite sur des profits criminels. Chaque génération utilisant des postes publics pour protéger et étendre leurs richesses mal acquises. Daniel et Léo retournèrent dans leur chambre d'hôtel, épuisés mais pleins d'espoir. Pour la première fois depuis la découverte de la cachette, Daniel sentit que la justice pouvait réellement être rendue. L'enquête fédérale avait de l'élan,
des preuves et des ressources qui ne pouvaient être intimidées ou corrompues. Père, dit Léo alors qu'il se préparait à dormir, penses-tu que grand-père Harold serait fier de ce que nous avons fait? Daniel considéra la question, pensant au jeune homme qui avait passé 70 ans à porter un fardeau impossible. Je pense qu'il serait fier de ton courage, Léo, et je pense qu'il serait reconnaissant que la vérité éclate. Enfin. Par la fenêtre de leur hôtel, les lumières de Hartford scintillaient dans l'obscurité, mais les pensées de Daniel étaient à Millbrook et aux personnes qui avaient souffert en silence pendant si longtemps. Demain apporterait la confrontation finale entre la vérité et le pouvoir, entre la justice et la corruption. Le combat qu'Harold avait commencé à 20 ans, terrifié, approchait enfin de sa conclusion, et Daniel était déterminé à le mener jusqu'au bout. Il serra Léo plus fort et essaya de trouver la paix dans le sommeil, sachant que le matin apporterait soit la justification, soit la catastrophe. Astérisque astérisque astérisque. Le dernier message vidéo d'Harold changea tout ce que Daniel pensait savoir de l'histoire d'Harold. L'agent Torres les rappela au bureau du FBI le lendemain matin avec la nouvelle que les enquêteurs fédéraux avaient découvert un coffre-fort sophistiqué caché derrière une fausse cloison dans le sous-sol du cottage, un coffre-fort que Daniel et Léo avaient manqué lors de leur fuite désespérée. Le coffre-fort était activé par la voix, expliqua l'agent Torres, les menant à une salle de visionnage sécurisée. Il s'est ouvert lorsque l'un de nos techniciens a prononcé le nom de votre fils. Votre grand-père l'avait programmé pour répondre spécifiquement aux membres de la famille. Le coffre-fort contenait un seul élément, un enregistreur vidéo numérique. Avec un message étiqueté, pour Daniel et Léo Reyes, la vérité sur notre famille. Les mains de Daniel tremblèrent alors que l'agent Torres lançait la lecture. Harold apparut à l'écran. L'air plus vieux et plus frêle que sur les photographies du cottage, mais ses yeux étaient clairs et déterminés. Mon cher petit-fils et arrière-petit-fils, commença la voix enregistrée d'Harold. Si vous regardez ceci, cela signifie que vous avez trouvé les preuves que j'ai passé 70 ans à protéger, et que vous avez été assez courageux pour les porter aux autorités. Léo tendit la main à Daniel alors qu'Harold poursuivait son dernier témoignage. J'avais 20 ans lorsqu'ils ont forcé mon père à aider à cambrioler le musée. Papa était terrifié par la déportation. Nous n'avions pas de statut légal, aucune protection contre des hommes qui contrôlaient tous les aspects de l'application de la loi à Millbrook. Lorsqu'ils ont menacé de séparer notre famille pour toujours, papa a accepté de désactiver le système d'alarme du musée. La voix d'Harold se fit lourde d'émotion alors qu'il décrivait la nuit qui avait tout changé. Marie-Elizabeth Whitmore n'était pas censée être là. Elle était venue récupérer du matériel pédagogique et est tombée au milieu du vol. Les voleurs ont paniqué. Ils ne pouvaient pas la laisser partir, mais ils ne pouvaient pas cacher sa présence indéfiniment. Le shérif Brady a pris la décision de l'éliminer. Daniel ferma les yeux, sachant ce qui allait suivre. Ils l'ont retenu pendant 3 jours pendant qu'il finissait de se débarrasser des artefacts volés. Brady a dit à tout le monde qu'elle était malade de la grippe, éloignant les visiteurs de son appartement. Le 23 décembre, il lui a injecté de la morphine volée dans. Papa et moi avons été témoins de son meurtre, mais nous étions aussi complices du vol. Brady s'est assuré que nous comprenions qu'exposer ces crimes signifierait avouer notre propre participation. Nous étions piégés par notre culpabilité et notre peur. La vidéo révéla la stratégie d'Harold, longue de plusieurs décennies, pour préserver les preuves tout en protégeant sa famille des représailles. J'ai passé ma vie à garder ces secrets, attendant des autorités fédérales qui ne pourraient être corrompues par le pouvoir local. J'ai choisi de rester à Millbrook, entretenant le cimetière où Marie-Elizabeth était enterrée parce que quelqu'un devait maintenir la vérité en vie jusqu'à ce que la justice devienne possible. Léo serra la main de Daniel alors qu'Harold s'adressait directement à eux. Daniel, je sais que tu as perdu ta chère Margaret, tout comme j'ai perdu la femme que j'aurais pu épouser si j'avais été plus courageux en 1924. Marie-Elizabeth et moi avions commencé à nous aimer. Elle m'apprenait à lire correctement, m'aidant à imaginer un avenir au-delà de la honte de mon père. Daniel sentit des larmes sur ses joues alors qu'il comprenait tout le poids du sacrifice d'Harold. Son grand-père avait passé 70 ans seul, portant non seulement la culpabilité du vol, mais aussi le chagrin d'un amour assassiné avant qu'il ne puisse s'épanouir. Léo, mon brave garçon, continua Harold.
tu as le courage de ton arrière-arrière-grand-père et le bon cœur de ta mère. Les preuves que tu as trouvées ont toujours été destinées à ta famille. Des gens qui comprendraient que certaines choses comptent plus que la sécurité personnelle. Les derniers mots d'Harold leur fournirent les conseils dont ils avaient besoin pour les épreuves à venir. Les artefacts appartiennent à la communauté. La vérité appartient à l'histoire. La justice appartient à Marie-Élisabeth et à toutes les autres victimes de ces crimes. Ne laissez pas les coupables s'échapper parce qu'ils sont puissants. Ne laissez pas les innocents souffrir parce qu'ils sont vulnérables. Alors que la vidéo se terminait, l'agent Torres fit le point sur les progrès de l'enquête fédérale. Le grand jury commencera à entendre les preuves la semaine prochaine. D'après ce que nous avons récupéré, nous nous attendons à des inculpations pour racket, conspiration, vol historique et meurtre. Meurtre ? Demanda Daniel. Peut-on poursuivre un meurtre vieux d'un siècle ? La loi fédérale n'a pas de prescription pour un meurtre commis en relation avec une activité de racket. Le meurtre de Marie-Élisabeth Whitmore par le shérif Brady faisait partie d'une entreprise criminelle continue qui le rend poursuivable aujourd'hui. Léo avait tranquillement absorbé le dernier message d'Harold. Maintenant, il regarda l'agent Torres avec le sérieux qui le faisait parfois paraître plus âgé que son âge. Que advient-il des habitants de Millbrook qui n'ont pas participé au crime? Les familles ordinaires qui ont juste vécu leur vie? L'agent Torres sourit à la question. Ils retrouvent leur ville. Léo, une fois la corruption démasquée. Poursuivi, Millbrook peut devenir la communauté qu'elle était censée être, gouvernée par la loi au lieu d'une conspiration criminelle. Cet après-midi-là apporta la nouvelle que l'enquête avait atteint son paroxysme. Des agents fédéraux avaient arrêté Charles Morrison, Richard Blackwood et Tom Brady pour des accusations allant du racket à l'obstruction à la justice. Chaque homme risquait des décennies de prison fédérale s'il était reconnu coupable. Mais le développement le plus important de la journée survint lorsque Brady, confronté à des preuves accablantes, accepta de coopérer avec les procureurs fédéraux en échange d'une réduction de peine. Son témoignage fournit des détails sur la conspiration que même la documentation d'Harold n'avait pas capturée. Brady admet que son arrière-grand-père a assassiné Marie-Élisabeth Whitmore, rapporta l'agent Torres. Il confirme également que les artefacts volés ont été vendus via un réseau de marchands corrompus à Boston et New. Validés par des procureurs fédéraux qui ne pouvaient être intimidés ou achetés. Ce soir-là, alors qu'il se préparait pour le voyage de retour à Millbrook, Léo posa la question qui pesait sur leurs deux esprits. Père, qu'advient-il de nous maintenant? Restons-nous à Millbrook, ou allons-nous ailleurs? Daniel considéra la question attentivement. Ils étaient venus à Millbrook chercher la paix. Et un nouveau départ. Au lieu de cela, ils avaient trouvé le danger, la corruption et un héritage d'injustice qui avaient consumé des mois de leur vie. Mais ils avaient aussi trouvé un but. Du courage et un lien avec l'histoire familiale que ni l'un ni l'autre n'avaient connue. Le cottage d'Harold et le cimetière de Willowbrook représentaient plus qu'un simple héritage. C'était une responsabilité qui avait été transmise de génération en génération. Je pense, dit Daniel finalement, que cela dépendra de si Millbrook nous ressemble à une maison après tout cela. Par la fenêtre de leur hôtel, le paysage du Connecticut défilait dans l'obscurité grandissante. Demain, ils retourneraient au cimetière où leur voyage avait commencé, non pas en tant que fugitifs ou enquêteurs, mais en tant que témoins d'une justice enfin rendue. La longue veillée d'Harold touchait à sa fin, et Marie-Élisabeth Whitmore aurait enfin la vérité qu'elle avait cherchée jusqu'à là. Mort. Astérisque astérisque astérisque. La lettre d'Harold à Daniel attendait sur la table de la cuisine du cottage, placée là par des agents du FBI qui avaient terminé leur dernière fouille de la propriété. L'enveloppe portait le nom de Daniel de la main soignée d'Harold, ainsi qu'une note à ouvrir seulement après que justice ait été rendue. 6 mois s'étaient écoulés depuis le début de l'enquête fédérale. Richard Blackwood, Tom Brady et Charles Morrison avaient tous été reconnus coupables de racket et condamnés à de longues peines de prison fédérale. Les artefacts volés avaient été récupérés et étaient en cours de préparation pour une exposition publique dans un nouveau musée de Millbrook, financé par la confiscation des biens saisis lors de la conspiration criminelle. Daniel ouvrit la dernière lettre d'Harold avec des mains qui ne tremblaient plus, sa peur remplacée par un profond sentiment de paix. Léo était assis à côté de lui à la table de la cuisine, tous deux prêts à entendre les
Dernière parole d'Harold à sa famille. Mes chers Daniel et Léo, commençait la lettre, si vous lisez ceci, cela signifie que la vérité a enfin été révélée et que justice a été rendue. Je prie pour que le fardeau que j'ai porté pendant tant d'années n'ait pas endommagé vos vies comme il a endommagé la mienne. Les mots d'Harold révélèrent la profondeur du regret qui avait façonné son existence solitaire. J'ai passé 70 ans à me demander si j'aurais pu sauver Marie-Elizabeth Whitmore, si j'avais été plus courageux, si j'avais dit la vérité quelles qu'en soient les conséquences. J'ai vécu avec la connaissance que de bonnes personnes ont souffert parce que j'ai choisi le silence plutôt que le courage. Mais le message central de la lettre était sur le pardon et les nouveaux départs. J'espère que vous comprendrez que mon silence n'était pas de la lâcheté, mais de la stratégie. J'attendais des membres de ma famille qui pourraient réussir là où j'ai échoué. Des gens avec le courage de tout risquer pour la justice et la sagesse de savoir quand ce risque valait la peine d'être pris. Harold avait pris des dispositions spécifiques pour leur avenir. Le cottage et le cimetière sont vôtres de droit, mais aussi par choix. Si vous décidez de rester à Millbrook, sachez que vous êtes les bienvenus dans une communauté enfin libérée de la corruption qui l'a empoisonnée pendant des générations. Si vous choisissez de partir, sachez que vous m'avez fait le plus grand cadeau possible, la chance de enfin reposer en paix. La lettre se concluait par là. Bénédiction d'Harold. Daniel, tu as la force que ton père a toujours possédée, mais n'a jamais reconnue en lui-même. Léo, tu as hérité des meilleures qualités de toutes les générations qui t'ont. Les pièces qui avaient autrefois recelé des secrets semblaient maintenant paisibles, remplies de la lumière du soleil de l'après-midi et de la promesse de jours ordinaires à venir. Pourquoi veux-tu rester ? Demanda Daniel, bien qu'il soupçonnât de déjà connaître la réponse. Parce que grand-père Harold a passé toute sa vie à prendre soin de cet endroit, à nous attendre, et parce que Marie Elizabeth est enterrée ici, et quelqu'un devrait se souvenir d'elle correctement. Cet après-midi-là, ils traversèrent le cimetière de Willowbrook, notant les changements survenus depuis l'intervention fédérale. Les terrains étaient mieux entretenus maintenant, financés par les paiements de restitution des familles condamnées. Plusieurs nouvelles pierres tombales avaient été érigées. Pour des personnes dont les tombes étaient restées anonymes pendant des décennies, y compris un magnifique monument en granit pour Marie-Elizabeth Whitmore qui disait « Enseignante bien-aimée. Chercheuse de vérité. Son courage vivra pour toujours. » Agnès Cole les rejoignit à la tombe de Marie-Elizabeth, portant des fleurs de son jardin et des nouvelles de la ville. Le nouveau maire prévoit un service commémoratif pour toutes les victimes de la conspiration, rapporta TL. Le docteur Morrison sera honoré aux côtés de Marie-Elizabeth et des autres personnes qui ont souffert pour avoir cherché la justice. Daniel ressentit un profond sentiment d'achèvement alors qu'il se tenait parmi les tombes de personnes qui avaient été réduites au silence pendant près d'un siècle. Leurs voix avaient enfin été entendues, leurs histoires enfin racontées. Agnès, dit Daniel. Harold a laissé des instructions concernant le don de ses dossiers de recherche à la bibliothèque. Il voulait qu'ils soient accessibles à quiconque étudierait cette période de l'histoire de Millbrook. Ce serait merveilleux. La Société historique prépare déjà des expositions sur le vol et la récupération du musée. Le courage de votre famille fera partie des archives permanentes. Ce soir-là, Léo aida Daniel à ranger les affaires d'Harold dans le cottage, décidant quoi garder et quoi donner. Ils trouvèrent des photographies d'Harold et Marie-Elizabeth ensemble, confirmant que leur relation avait été plus profonde que Daniel ne l'avait réalisé. Sur une image, ils étaient assis sur le porche du cottage. Harold apprenait à Marie-Elizabeth à utiliser l'appareil photo de son père pendant qu'elle l'aidait avec ses leçons de lecture. Ils avaient l'air heureux, observa Léo, étudiant les photographies. Ils construisaient quelque chose ensemble, acquiesça Daniel, avant que cela ne leur soit enlevé. À l'approche de l'automne, Daniel inscrivit Léo à l'école primaire de Millbrook, la même école où Marie-Elizabeth avait enseigné près d'un siècle plus tôt. Le bâtiment avait été rénové avec des fonds de restitution, et l'enseignante de Léo, Madame Patterson, veilla à ce que ses élèves comprennent l'histoire de courage et de justice qui avait façonné leur communauté. Léo s'épanouit dans son nouvel environnement, se faisant facilement des amis et affichant la même curiosité pour l'histoire locale qui avait mené à leur grande découverte. Il commença un projet scolaire documentant les histoires des habitants du cimetière, aidant à préserver des souvenirs qui auraient autrement pu être perdus.
Daniel trouva un travail significatif en tant que gardien officiel du cimetière de Willowbrook, un poste qui venait avec le respect plutôt que l'isolement. Le cimetière était devenu un lieu de pèlerinage pour les personnes intéressées par la justice historique, et Daniel était fier de l'entretenir comme un lieu de paix et de réflexion. À l'anniversaire de leur arrivée à Millbrook, Daniel et Léo organisèrent une cérémonie privée à la tombe d'Harold. Ils avaient finalement localisé la modeste pierre tombale dans la section la plus ancienne du cimetière, marquée simplement « Harold Emmanuel Reyes, 1904 à 2024, fidèle gardien ». « Grand-père Harold », dit Léo, déposant des fleurs fraîches sur la tombe. « Nous avons tenu notre promesse. La vérité a éclaté, et les méchants sont allés en prison. » Daniel ajouta ses propres fleurs et se tint silencieusement un instant, pensant à l'homme qui avait sacrifié une vie normale pour préserver la justice pour les générations futures. « Merci, dit-il simplement, d'avoir attendu, d'avoir cru que nous ferions ce qu'il fallait, de nous avoir montré que certaines choses valent n'importe quel sacrifice. » Alors qu'il retournait au cottage au crépuscule, Daniel ressentit la paix profonde qui accompagne l'accomplissement d'une tâche sacrée. La veillée d'Harold était terminée. La vérité de Marie-Élisabeth avait été révélée, et justice avait enfin été rendue. Le cimetière reposait paisible sous la lumière des étoiles, ses habitants reposant dans la connaissance que leurs histoires ne seraient pas oubliées. Daniel et Léo avaient hérité de plus qu'une propriété. Ils avaient hérité d'un héritage de courage qui les guiderait pour le reste de leur vie. Dans le cottage cette nuit-là, alors que Léo travaillait sur ses devoirs et que Daniel lisait près de la cheminée, tous deux ressentirent la profonde satisfaction d'être exactement là où ils devaient être. Ils avaient trouvé leur place dans le monde, non pas en cherchant le confort ou la sécurité, mais en choisissant la justice plutôt que la peur. Dehors, le cimetière de Willowbrook montait sa garde éternelle, ne gardant plus de secrets, mais préservant la vérité pour les générations futures qui auraient besoin de rappel que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires lorsqu'ils choisissent le courage plutôt que le confort et la justice plutôt que le silence.